Bienvenue à bord du Polar Express, destination la Belgique pour acheter la Maserati qui fait l'objet de cette vidéo. Comme on a affaire à une version diffusée à seulement 384 exemplaires dans le monde, il faut être prêt à voyager. C'est le premier jour d'un travail de rénovation qui va s'étaler sur un peu plus de 2 ans. Si vous n'aviez vu aucune vidéo à son sujet, ça vous permettra de reprendre son cas dès le début et de découvrir l'une des berlines les plus performantes de son époque. On décolle de Genève et on a rendez-vous un peu plus tard dans la journée pour payer la voiture et l'embarquer sur un plateau. On reviendra pas à Vegas sans volant, ça fait plus de 15 ans qu'elle roule plus et on n'a aucune certitude concernant son état mécanique. Déjà, s'il y a un moteur sous le capot, je serais content. Allez, direction une grange qui fait office de lieu de stockage pour toute une collection de Maserati biturbo à l'abandon. Voilà l'exemplaire qui nous intéresse. Une 424V de 1990. Sans rentrer dans les détails, voilà les données clés. V6 2 litres 24 soupapes suralimenté par 2 turbos, 245 chevaux et 300 Nm de couple. Ah, pour 1350 kg, ça fait un bon rapport poids-puissance. Les performances, à peu de choses près, celles d'une 500E W124 si on oublie la vitesse de pointe. Ouais, les Maserati des années 80 ne brillaient pas par leur aérodynamisme. Elle est à peu près complète et surtout elle a pas l'air trop rouillée, ce qui est souvent leur problème. Restera à découvrir si le moteur, qui est présent et c'est déjà pas mal, a une chance de revenir à la vie. Autre bonne nouvelle, les freins ne sont quasiment pas grippés. Bah du coup pas en marche arrière. Nos chemins vont maintenant se séparer, on va laisser bosser notre transporteur. On se retrouvera dans quelques semaines pour vraiment découvrir l'ampleur de la tâche qui nous attend. Bien le bonjour. Ça a mis longtemps. Elle mérite déjà de se débarrasser de la couche de crasse. Les oiseaux se sont bien amusés, on dirait. Bon, je crois qu'on peut plus rien faire pour l'isolant de capot à part lui offrir une place à la poubelle. Le compartiment moteur lavé au jet haute pression, ça se fait, mais pas sans souffler l'eau qui s'est infiltrée là où on veut pas qu'elle aille. Maintenant qu'on a fait connaissance, on va rentrer dans le vif du sujet et voir ce qu'on peut faire avec ce V6 sous assistance respiratoire. Les bougies sont bien noires mais aucune trace de corrosion dessus et c'est bon signe. On va quand même préparer les segments à racler les parois des cylindres pour la première fois depuis une quinzaine d'années. Un peu d'ATF ne peut pas leur faire de mal. Pendant que le produit s'infiltre, on va vérifier l'état de la distribution et pour ça on va déposer le radiateur. Le liquide de refroidissement est un magnifique bleu aquatique. Je voudrais le même dans ma piscine quand j'en aurai une. Maintenant que j'ai la courroie sous les yeux, on va tenter de faire tourner le moteur manuellement. C'est le grand moment.
pensez-vous de l'état de cette courroie? Je pense qu'elle elle mérite d'être changée. Comme le moteur tourne librement et sans point dur, on va la remplacer. La configuration des accessoires moteurs donne lieu à quelques fantaisies pas forcément drôles à déposer. Au moins la distribution est pas compliquée, les repères sont évidents, il n'y a pas vraiment moyen de se planter. Comme les galets et la pompe à eau n'ont pas l'air d'avoir subi beaucoup de kilomètres, on va les laisser en place. Comme ça. A priori, on doit pas être trop loin de la vérité vu que le moteur tourne toujours sans problème. Je vérifie l'état de l'allumage et avant de brancher une batterie et de voir la voiture brûler, on va remplacer ces relais qui n'inspirent vraiment pas confiance. C'est petit. On va juste faire tourner le moteur au démarreur, j'ai débranché l'allumage donc il va rien se passer de plus que simplement l'entendre tourner. Le vrai test, c'est maintenant. Bon, j'ai tout vérifié, j'ai cherché un petit moment, puis en fait je me suis rendu compte que les deux bobines étaient inversées dans leur branchement. Et en fait elle finissait systématiquement par caler, donc je me suis dit qu'il y avait peut-être plus d'essence dans le réservoir. Manifestement, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, là on sait qu'on va commencer à rigoler. C'est pas forcément l'état de l'essence qui est inquiétant, ça à la limite on pourrait s'arranger et le remplacer, mais le réservoir, il fait des bruits particulièrement inquiétants. Pour extraire toute la rouille, au final, la meilleure méthode, et de loin, c'était l'aspirateur. Et maintenant, on va essayer de le sauver avec ce traitement spécial. Après avoir rincé le réservoir, on passe le premier produit qui est un convertisseur de rouille, puis on verse le second qui est un décapant pour finir par recouvrir l'intérieur du réservoir avec de la résine.
Alors évidemment, il faut le tourner dans toutes les directions régulièrement pour que le produit puisse adhérer à l'intégralité des parois du réservoir. Et puisqu'il faut attendre une bonne semaine avant de pouvoir le remplir d'essence, on va s'occuper du reste du circuit et vous allez voir que c'est étonnant. Magnifique. Tout pareil. En même temps, jusqu'à dans les injecteurs. De toute façon, on fera une petite fournée pour. C'est comme les frites, c'est mieux en 2 fournées. Si on arrive à sauver ces injecteurs, ça tient quasiment du miracle, mais on va pas jouer à la loterie, on va bien contrôler qu'ils fonctionnent convenablement. Et après la méthode artisanale, je suis passé à la méthode semi-professionnelle. Sur les 6, il y aura que celui-là qui sera pas en état d'être monté. Et j'ai choisi de le remplacer par un 9. En supplément, avant de remettre du carburant dans le circuit, j'ai aussi remplacé le pré-filtre et le filtre. Et puis à ce stade, je pense qu'on peut remplacer l'huile moteur. Pas plus. Ok. Et là, le moteur tournait enfin correctement, à l'exception d'un cylindre, malheureusement. J'ai commencé à chercher, et même sur des hypothèses plutôt funestes, donc j'ai pris les compressions, mais elles étaient bonnes, et évidemment, c'était beaucoup plus simple que ça. Je suis le premier à dire que les bougies, c'est souvent le truc qu'on remplace sans aucune raison. Et peut-être qu'aujourd'hui, la Maserati va me donner tort. C'est bon. C'était donc juste une bougie neuve hors service. Le circuit électrique, c'est pas le point fort de ces Maserati et il y a bien 2-3 trucs qui déconnent dans celle-ci. Parfois, par exemple, impossible d'actionner le démarreur. Je vais voir la boîte à fusibles de plus près et rapidement, il y a bien 2-3 soudures qui sont suspectes. Et après les avoir refaites, je trouve enfin pourquoi les lèvres vides ne fonctionnent pas. En fait, ils ont leur propre relais et les fusibles étaient grillés. Et j'ai remplacé leurs boutons qui étaient à moitié cassés en adaptant des versions prévues pour une Renault 5. Bon, a priori, on n'a plus de soucis électriques de ce côté. Il n'y avait plus que les commandes de ventilation et de climatisation qui continuaient à merder puisque certains boutons ne fonctionnaient pas du tout. Pouvoir la couper. Ça non plus. Et maintenant, on va pouvoir voir si notre unité de remplacement... Oh oui. Et je crois qu'on a mérité de faire un premier petit tour d'essai avec la voiture. Pas trop mal dans l'ensemble, mais elle semble quand même manquer sérieusement de puissance. On peut commencer par vérifier l'étanchéité du circuit d'admission. Bon, ce qui est bien, c'est que c'était pas trop long de trouver la panne. Après, il a fallu trouver quelqu'un qui sait souder ça. Et heureusement, j'ai trouvé.
Là, elle fonctionnait quand même nettement mieux déjà, mais bah, j'avais pas de pression de suralimentation, donc il y avait encore quelque chose qui allait pas. Ça y est, la caisse a les chevaux grâce au changement de SEM là. Je sais pas si ça s'est senti à la caméra, mais j'ai mis du gaz et on a tout de suite obtenu des performances très différentes de ce qu'on avait auparavant. Ah oui, c'est violent. Là, j'ai cru que j'étais quasiment prêt à passer un contrôle technique, donc j'ai remplacé des trucs moins importants pour avoir par exemple l'éveilleuse et clignotant côté gauche à l'avant. J'ai aussi remplacé l'anti-brouillard droit auquel il manquait la glace, et la dure réalité m'a rattrapé. Bon, ça c'est embêtant, on a une grosse fuite de direction assistée. Il va falloir trouver un moyen de la refaire. Et au final, ça a été beaucoup plus simple de simplement en trouver une autre en bon état plutôt que d'essayer de la refaire, vu que les pièces sont désormais quasiment introuvables. Ensuite, en remettant du liquide, j'ai compris pourquoi la crémaillère d'origine était pourri-drouille à l'intérieur. Le vase du circuit est parfaitement placé pour recevoir toute l'eau qui coule par les prises d'air du capot. Jus de framboise ou jus de fraise? Donc j'ai dû le vidanger plusieurs fois pour que l'aspect du liquide me paraisse normal. Voilà. C'est tellement sombre qu'on voit plus le liquide. A priori, c'est bon signe. J'avais dit précédemment que les freins grippaient quasiment pas, mais dans quasiment pas, il y a quasiment, et donc il fallait quand même faire quelque chose au niveau des étriers arrière. C'était grippé, ouais. Voilà. C'est bon. Après avoir remplacé les flexibles, on peut enfin tenter le premier grand trajet avec la voiture pour la rapatrier chez moi. Ça peut être un signe, hein. Pas de fumée, ça veut peut-être dire qu'il y a plus de fluide, plus d'huile dans le moteur, plus d'huile dans l'ADA. À cette occasion, elle a démenti la réputation de fiabilité du modèle puisque j'ai rencontré aucun problème. J'ai juste remarqué un sacré bruit de roulement venant de l'arrière. Étant donné que j'ai passé du temps sous la voiture, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que les silencieux étaient plus très étanches. On va tenter d'arranger ça. Comme la voiture fumait beaucoup parfois à l'accélération, je savais qu'elle pourrait pas passer le test de pollution. J'ai donc réglé le régulateur de pression de carburant et elle a réussi son contrôle technique. Mais pas sans avoir arrangé un problème bizarre au niveau du réservoir de lave-glace puisque le liquide s'était transformé en quelque chose de quasiment vivant. Oui, c'est vraiment vivant. Bon, j'ai pas eu à rouler encore bien longtemps avant que le circuit d'embrayage ne commence à fuir. J'ai dû remplacer l'émetteur et le récepteur, et c'était franchement pas très drôle à faire.
J'en ai profité pour réparer le ressort de rappel de la pédale d'embrayage. Sur ce ressort, les angles de pliage sont bien vifs. Je l'ai directement soudé au mécanisme. Là où le ressort d'origine est cassé, et puis il n'y a aucune raison que ça marche pas comme ça. J'ai du mal à y croire, mais j'ai réussi à le mettre. Ça a intérêt à marcher. Elle est très classique sur ces biturbos, la bague qui sert à maintenir la colonne de direction que j'ai dû remplacer. Pareil pour le vase d'expansion qui commençait à gonfler sérieusement. Là, je pensais être arrivé au bout des problèmes mécaniques, donc j'ai décidé de remplacer tous les fluides, y compris la transmission. Après tout ça, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je la mette à l'épreuve. Et elle a parfaitement encaissé ça. On pouvait donc poursuivre sur la partie esthétique maintenant. Et si vous vous demandez pourquoi elle s'est retrouvée avec un capot rouge de Maserati 224, j'en sais pas plus que vous. À l'exception du capot, finalement elle présentait pas trop mal cette voiture, mais en y regardant de plus près, comme le montraient les nombreuses traces blanches qu'il y avait quand j'ai récupéré la voiture, en fait elle était grêlée et donc elle méritait une peinture complète. Et justement les impacts de grêle les plus violents, j'ai essayé de les rattraper le mieux possible avant de mastiquer. Bon, puis évidemment les coups de porte, c'est pas ça qui manquait sur les flancs de la voiture. Il y a quelque chose qui reste particulièrement périlleux sur cette voiture, surtout au moment de faire une peinture complète, c'est le démontage des baguettes et du pare-brise ainsi que de la lunette arrière. Ouais, c'est pas la pièce la plus technologique de tout. Après, c'est vrai qu'ils ont particulièrement bien complexifié un truc qui pourrait être beaucoup plus simple, je crois. Normalement. Quelqu'un de plus expérimenté m'a montré comment démonter les baguettes sans risquer de casser le pare-brise et on a décidé qu'on allait le laisser en place pour éviter de se retrouver avec une pièce totalement introuvable. Heureusement, les 2 points de corrosion qu'on a trouvés au niveau des baies de pare-brise, c'est à cause des agrafes et donc c'est parfaitement accessible. Dans cet état, il n'y a sûrement pas grand monde qui serait capable de dire qu'il s'agit d'une Maserati. Allez. Allez, hop. Et surtout, t'as pas besoin d'essuie-glace.
Ah, c'est pas encore l'heure de la peinture, on va simplement passer l'après-garnissant à reponcer par la suite. Et si j'ai pas l'air d'un professionnel en passant cette peinture, c'est parce que je suis loin d'être un professionnel justement. J'ai aussi recouvert les pare-chocs de ce produit qui sert ensuite à être poncé pour pouvoir gommer toutes les aspérités qui resteraient. Voilà un truc qu'il faut savoir à mon sujet, c'est que je suis spécialisé dans la coulure. J'ai l'impression de déjà vu, mais c'est pas le même opérateur. Là j'étais assez content de moi et en fait j'avais pas vu le désastre qui m'attendait plus tard. En plus du noir, il y a aussi un paquet de pièces sur cette voiture qui sont gris foncé satiné, donc j'ai dû les peindre séparément. Vous vous souvenez sans doute de l'isolant de capot au début de la vidéo, bah, j'en ai retrouvé de l'identique. Voilà, donc le dispositif psychologique est installé. Puis je vous avais promis un désastre, donc bah ça y est, il est temps de s'en occuper.
Là j'ai eu de nouveau des problèmes avec la commande d'embrayage, et étant donné que le récepteur était neuf, j'ai supposé qu'il y avait un autre problème, donc j'ai décidé d'amener la voiture chez un ami, chez qui on a déposé la boîte de vitesse pour y voir plus clair. Là on sent tout de suite qu'on est chez la bonne personne étant donné qu'il a un exemplaire identique au mien. Et par contre l'avant là, t'es toujours rêvé du coup parce que c'est pas la même chose. Ah la vie faciale ici. Allez. C'est là. Alors moi la surprise que j'ai eue sur la 4x4, voilà. Impec. Tant qu'à y être, on a remplacé des pièces, mais en fait il s'avérait que c'était simplement mon récepteur d'embrayage neuf qui était déjà foutu. Et puis après on a aussi remplacé mon différentiel parce qu'on pensait que le bruit de roulement pourrait venir de lui. Bon bah allez. Bon bah. Bon, je suis prêt pour le moment où en fait on va se rendre compte que évidemment ça n'a rien changé. Voilà. Voilà. Bon bah demi-tour. Et c'est seulement après avoir déposé les fusées et les moyeux que je me suis rendu compte que les roulements de roues arrière étaient complètement flingués. Et pour les changer, il faut se fabriquer une douille spécialisée qu'on appelle une douille SKF. Vraiment ému. La mienne est particulièrement moche, mais elle fonctionne. Il restait un truc qui me chiffonnait, c'est l'injecteur neuf que j'avais monté. Je voulais m'assurer qu'il était exactement comme les autres en termes de tarage et de jet. Je vais mettre l'injecteur neuf en première position. Et on recommence. Et là on va les laisser fonctionner au bout de leur routine. Au niveau des jets, on peut déjà s'apercevoir, je sais pas si vous verrez bien à l'image, que l'injecteur neuf, il diffuse pas du tout le carburant de la même manière. Au niveau du débit, pas de problème, il était conforme, mais le jet n'était pas du tout comme les autres. Je sais bien ce que c'est de travailler avec de la pression. Je suis toujours à deux doigts de me faire virer parce que à la moindre connerie, je gicle. J'ai testé avec un des anciens injecteurs qu'il y avait sur cette voiture au départ et que j'avais remplacé par un de ces neufs. On voit que les 5 autres injecteurs sont à peu près identiques en termes de débit, mais celui-là, j'avais bien fait de le mettre de côté, mais on va voir si on arrive à le rattraper avec un nettoyage à ultrasons. Allez, c'est parti pour le test flux inversé. Et bah maintenant il est bien. Celui-ci il débite un peu moins que les autres, mais c'est un différentiel qui reste acceptable il me semble. Comme on arrive à la fin, on peut se retourner et contempler le travail accompli. Il a enfin temps de remplacer la dernière pièce que j'avais pas trouvée à l'époque, que j'avais réparée
avec les moyens du bord. Ça commence à être vraiment difficile à trouver pour cette voiture. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Du maquillage et des produits de beauté. C'est pas tout à fait ce que j'attendais. Je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Je passerai pas pour un con. Sauf si c'est de nouveau du maquillage. Ouais, bon. C'est l'histoire d'un type qui achète une vieille Maserati et qui décide de la rendre de nouveau digne de son blason. Et les galères se succèdent, les heures passent à poncer, souder, réparer, chercher les pannes, les pièces et des raisons d'aller au bout pour finalement trouver la meilleure raison possible de continuer à s'acharner. Il s'agit pas de les admirer prendre la poussière, mais de continuer à utiliser ces voitures telles qu'elles ont été conçues. Des machines à sensations qui donnent le sourire et la motivation de les maintenir dans cet état de grâce entre objets délaissés et merveilles trop mises à l'épreuve. Si vous êtes aussi le gardien d'une de ces gloires automobiles, je sais que je peux compter sur vous pour perpétuer la tradition du sourire au visage de l'énergumène au volant. Raison de plus pour prendre le temps de surveiller leur état de santé avant de s'embarquer pour un sprint euphorique. J'espère que vous avez apprécié le moment, et je vous dis à la prochaine, avec une autre. Ciao!